Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de m'avoir invité à cette plénière. En effet, je représente la conférence des doyens, mais je vais parler en mon nom propre, en tant que doyen de la faculté de médecine de cette région, puis aussi un peu quand même en tant que président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, parce que ça influence le point de vue que j'ai sur cette question maîtrise de stage ambulatoire et identité professionnelle que j'ai choisi d'aborder de façon assez large par deux volets. Je dirais un premier volet qui est l'enjeu des réformes des études de médecine en cours, et puis un deuxième volet qui sera précisément la place de l'ambulatoire dans ces formations médicales. Alors je commence donc par l'enjeu des réformes des études de médecine en cours que je vais aborder en 3 points. Le premier point, c'est l'objectif fondamental de ces réformes. Le deuxième point, c'est le diagnostic, à la fois de la formation et du produit fini, qui sont les médecins qu'on envoie dans les territoires, puis ensuite les leviers qu'on peut envisager. Alors l'objectif fondamental, ça c'est le plus simple, j'imagine que j'enfonce des portes ouvertes. Notre objectif à tous, c'est de former des médecins de plus en plus compétents pour assumer leurs charges dans les territoires où ils vont aller exercer, sachant que ces territoires risquent de changer au cours de leur vie professionnelle. Une fois qu'on a dit ça, faisons un diagnostic, partageons un diagnostic sur la situation à propos des études telles qu'elles sont et à propos du produit fini. À propos des études, alors, les études de médecine aujourd'hui, c'est un carcan entre ce qu'il faut appeler par son nom quand même si on a de fausses pudeurs de temps en temps, c'est-à-dire 2 concours, le concours de la PACES et les ECN. Je sais bien que ce n'est pas vraiment un concours, mais les étudiants le vivent comme ça. Et donc, les réformes en cours vont faire disparaître ce carcan et ça va être un progrès considérable. À cette occasion, il faut évidemment revisiter nos curriculums. Alors, j'ai dit que je m'exprimais en tant que doyen de la faculté de médecine de Tours et donc je vais prendre volontairement des exemples dans ma faculté, parce que comme je vais faire des critiques, ce seront des autocritiques, ce ne seront pas des critiques à l'égard des autres, mais à mon avis, d'autres pourraient se reconnaître dans les autocritiques que je vais faire. Je pense, par exemple, je ne vais prendre que quelques exemples, que le programme des sciences fondamentales en premier cycle, et en particulier en PACES, va beaucoup trop loin. Je pense que le programme de certaines disciplines en 2e cycle, et là, je vais être encore plus modeste, je vais prendre la mienne. Je suis professeur de pneumologie, en 2e cycle, ça va beaucoup trop loin aussi. Les référentiels sont énormes, et en pneumologie, moi j'ai proposé au collège des enseignants de pneumologie qu'on se donne pour objectif d'être la première spécialité qui divise par 2 la taille du référentiel, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'autre chose, et là je me répète pour ceux qui étaient là hier, il faut, et Clara l'a dit aussi déjà, il faut sortir d'une formation qui est trop hospitalo-centrée, trop CHU-centrée, et qui intègre insuffisamment, du fait qu'elle est trop hospitalo-centrée, les enseignants de médecine générale, en particulier en 2e cycle. Alors ça conduit, et Clara l'a très bien dit, à un défaut et un déficit d'image de cette spécialité, et ça conduit à ce qu'on reproduise des stéréotypes sociaux. La formation médicale est quand même une caricature de reproduction de stéréotypes sociaux, avec, et la première chose que je vais dire n'est pas mauvaise en soi, mais le constat qu'il y a 65% de jeunes femmes parmi les futurs médecins. Ce qui est un petit peu plus troublant, c'est que c'est bac S mention bien, issus de catégories socio-professionnelles favorisées. C'est comme ça, c'est un diagnostic partagé dans toute la France. En tout cas, ici, chez nous, c'est particulièrement net. Et donc, par là-dessus, en plus, des problèmes de qualité de vie et de santé de nos étudiants en médecine. Alors, ça, c'était pour la formation dans ce qu'elle était. Parlons à l'imparfait, puisqu'il faut être optimiste. À propos du produit fini maintenant, on a aujourd'hui, je l'ai déjà dit hier, 226 000 médecins en activité, 57% de libéraux, 46 qui ont un exercice libéral exclusif. Mais ce qui est très frappant, c'est que parmi les nouveaux installés, quand on prend les chiffres de l'Ordre des médecins, on est à 63% de salariés. C'est-à-dire que notre modèle de formation détourne les futurs médecins, parce qu'il est très hospitalo-centré, d'un exercice libéral, alors qu'on a besoin aussi, évidemment, de cet exercice. Et puis la part des médecins généralistes que j'évoquais hier, qui sont aujourd'hui 102 000 sur ces 226 000, mais avec une minorité qui exerce la médecine générale à temps plein. C'est un vrai sujet, ça.
Et puis, je sais que ça a été abordé ce matin par quelqu'un d'autre dont je connais le discours, donc je ne vais pas le reprendre, mais la part devenue prépondérante des femmes dans les médecins. Alors, globalement, c'est 46% de femmes parmi les médecins. C'est le président de l'ONDPS qui parle là. Mais quand on regarde plus en détail, c'est 52% parmi les moins de 60 ans et 63% parmi les nouveaux salariés. Donc, on sent aussi quand même ce mouvement vers un type de médecine très particulier qui ne répond pas forcément à tous les enjeux de besoins de santé dans les territoires. Alors les leviers, c'est quoi? C'est d'abord une convergence pédagogique et une synchronisation des réformes. C'est vrai que quand on a appris que, alors qu'on n'a pas tout à fait fini de déployer la réforme du 3e cycle, que certains n'ont pas commencé à s'intéresser de près à la réforme du 2e cycle. Moi, je suis content parce qu'ici, on a anticipé, on a commencé. Quand on a appris qu'il allait falloir faire pour 2020 la réforme du 1er cycle, on était un peu écrasé. Mais quand on prend un peu de recul, on se dit finalement c'est quand même une opportunité extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas réformer l'une sans l'autre. Il faut tout réformer en même temps. Moi j'ai compris ça finalement en réfléchissant et j'ai fini par aborder avec enthousiasme ces grands enjeux qui sont devant nous. Alors qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de diversifier les modalités d'entrée dans les études de médecine. Il faut que, je pense aux garçons en particulier, qui souvent quand même sont moins mûrs que les filles au sortir du bac, mais qui peuvent construire un projet professionnel qui correspond à leur qualité, à leurs compétences, puissent intégrer les études de médecine par des passerelles entrantes après avoir fait un autre parcours. Il faut qu'on diversifie le profil socio-culturel des futurs médecins. Voilà, c'est un enjeu majeur. Donc, il faut aussi professionnaliser plus précocement les études. Je vous l'ai dit, il faut refondre et toiletter les programmes et sortir du gavage et faire des vrais référentiels de 2e cycle. Et puis, ouvrir la formation à l'ambulatoire. Et j'aborde le 2e point, il ne sera pas très long, rassurez-vous, qui est la place de l'ambulatoire dans la formation. Alors, où est-ce qu'il faut la positionner ? Dans les 3 cycles, c'est sûr. Il faut la positionner dès le 1er cycle avec des stages de découverte, c'est très important, mais il faut aussi les développer dans le 2e cycle. Vous évoquiez, Clara, le stage obligatoire de 6 à 8 semaines temps plein ou de 8 à 16 semaines temps partiel. Je vous ai dit, je vais faire mon autocritique. Ici, à Tours, on a l'impression, avec le DUMG, d'avoir fait le maximum. J'ai déjà dit hier toute l'admiration que j'ai pour nos départements universitaires de médecine générale. Au demeurant, regardons-nous en face. On est à 2/3 de nos étudiants, ce qui est pas mal d'un certain point de vue, qui font le stage de 6 semaines, mais on en a un tiers qui ne font que 3 semaines. Donc vous avez raison, on ne va pas assez loin. Et on bute un peu sur des ressources humaines aussi pour faire tout ça. Il faut le développer en 3e cycle. La réforme va enfin permettre de généraliser le SASPAS. À Tours, encore une fois, autocritique, malgré toute l'énergie de notre département universitaire de médecine générale, on n'arrivait pas à 100%, on était à 80%. Bon, enfin, on sera à 100%. Il va falloir y arriver aussi, ça, c'est pas si simple, mais voilà. Et puis, et là, c'est un point de divergence que j'ai avec vous, Clara, la maîtrise de stage universitaire, la formulation ambulatoire, elle ne doit avoir rien de spécifique à la médecine générale. Si ce n'est qu'en médecine générale, l'exercice il est purement ambulatoire, mais l'exercice il est ambulatoire dans 2 disciplines. Et il faut que la spécialité de médecine générale fasse profiter les autres spécialités de son expérience dans la maîtrise de stage universitaire et dans l'organisation de stages ambulatoires. Alors, comment faire ? Projeter la formation dans les territoires. Il faut sortir la formation des facs de médecine, il faut la sortir des hôpitaux universitaires. Il faut créer une porosité entre les subdivisions. Je reprends l'exemple de chez moi. Quand on habite dans le sud de l'Indre, on est plus proche de Limoges ou de Poitiers que de Tours. Et il arrive que des jeunes aillent faire leurs études à Limoges ou à Poitiers. Très bien, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir faire leur internat aujourd'hui dans notre subdivision. Et donc, en accord avec mon ARS et en plein accord aussi avec les doyens voisins, Limoges, Poitiers d'un côté, Clermont-Ferrand de l'autre, on a dit on est prêt à ouvrir, à créer une porosité et à accueillir dans notre subdivision des internes qui viendraient de ces autres facultés sur des terrains que nous aurons agréés. Si on travaille en bonne intelligence, à mon avis, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, ça. Il faut aussi multiplier les maîtrises de stages universitaires. En région Centre-Val de Loire, on a à peu près 350, je crois, un petit peu plus, maîtres de stages universitaires, ce qui est beaucoup quand même, parce qu'il y a 2000 médecins généralistes à peu près en exercice dans la région, donc c'est beaucoup, qui ont au moins une part d'activité libérale. Et puis, je crois qu'il doit y avoir 9500 maîtres de stages universitaires sur la France. J'ai vu dans le programme qu'il y a une session qui porte sur 12 000 points d'interrogation. Effectivement, il faut qu'on en ait davantage de plus en plus. Alors, comment faire ? Moi, je vous propose quelque chose. Je pense qu'il faut s'appuyer sur une dynamique territoriale qui soit portée par les chefs de clinique universitaire de médecine générale.
En région Centre-Val de Loire, mon objectif, qu'on est tout près d'atteindre, c'est d'en avoir un par département. Je pense que c'est un objectif qu'il faudrait se donner au niveau national. J'ai repris les chiffres grâce à l'aide de Clarisse Dibao, là, qui est maître de conférence au DUMG ce week-end. Il y a près de 200 médecins généralistes en position de post-internat aujourd'hui en France, c'est-à-dire plus que de départements, mais plus que de départements. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tous ensemble l'engagement d'installer un chef de clinique universitaire de médecine générale dans chaque département ? Il s'appuierait sur une commission des maîtres de stage universitaires qu'il faudrait installer dans toutes les facultés de médecine de France. C'était dans l'initiative territoire qu'on a portée avec Patrick Boubouet, le président du CNOM. Ici à Tours, on l'a mise en place, la maîtrise de stage universitaire. Elle est bien sûr, naturellement, sous la responsabilité d'un enseignant de médecine générale, puisqu'on profite de l'expérience, mais elle va au-delà. Et elle permet comme ça de mailler le territoire, alors d'abord en médecine générale, mais aussi dans d'autres disciplines, j'espère. Donc ces commissions de MSU, à mon avis, c'est un enjeu majeur, placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste dans l'université, un médecin généraliste universitaire dans l'université. Et ça c'est un point de divergence que je peux avoir avec votre spécialité, je l'ai déjà testé hier autour d'une table ronde, en élargissant le champ des possibles pour les interventions des généralistes, que ce soit dans leur part soins ou dans leur part universitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que vous avez lu sans doute le projet Ma Santé 2022, c'est une plénière politique, donc je me réfère à des arguments politiques, hein, Ma Santé 2022, et j'avais lu de mon côté avant le rapport du Haut Comité de l'assurance maladie, qui a été rédigé en grande partie par Anne-Marie Broca, la présidente du HCAM. Elle parle d'hôpitaux communautaires. Qu'est-ce que c'est un hôpital communautaire ? Ce n'est pas un endroit où, comme je l'ai entendu hier, on va multiplier des lits. C'est pas ça, dans mon esprit. Un hôpital communautaire, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir, dans un cadre un peu différent de celui d'une maison de santé pluridisciplinaire, d'un cabinet de médecine générale, d'une CPTS, etc., on va pouvoir organiser une prise en charge ambulatoire avec, j'espère, des médecins généralistes qui exerceront la fonction de médecine de premier recours ambulatoire, mais dans un cadre un peu différent de celui que vous avez dans vos représentations. Mais je pense qu'il n'y a pas de fausse pudeur à avoir. Il ne faut pas opposer le monde hospitalier et le monde libéral. Il ne faut pas opposer la médecine générale aux autres spécialités. Et je milite, et il y aura sûrement des discussions, hein, pour que la médecine générale, Vincent en a parlé 25 fois, il connaît mon point de vue, s'ouvre à cette réflexion-là, parce que c'est votre compétence. On ne va pas déléguer à des internistes le suivi des patients ambulatoires qui vont aller des hôpitaux communautaires, sinon votre plénière sur le dépistage des PSA chez l'homme de plus de 50 ans, ce n'est pas la peine de continuer à la faire, elle ne servira à rien. Voyez, donc ça, c'est quand même, à mon avis, un élément très important. Et donc, ça ferait aussi du médecin généraliste la pierre angulaire de la coordination ville-hôpital, dont on parle tout le temps, mais que personne n'assume vraiment. Ça, je pense que c'est essentiel. Il faut mutualiser les formations à la maîtrise de stages universitaires en interdisciplinaire dans l'université. Attention à être des universitaires avant tout. On n'est pas là au service de lobby, on est là en tant qu'universitaire. Il faut aussi, je pense, avoir une approche pragmatique des conditions d'universitarisation des maisons de santé pluridisciplinaires. Je disais hier que le CNU de médecine générale, je trouve, est trop exigeant. Moi, je trouve aussi que l'arrêté du 18 octobre 2017, fixant les conditions d'universitarisation, il va trop loin. On demande un enseignant titulaire de médecine générale et un CCU ou un ancien CCU. À mon avis, on se prive des ressources d'endroits où il y a une dynamique universitaire vraie, mais où il n'y a pas un CCU plus un universitaire de médecine générale. Il faut aussi, je pense, revisiter ce qu'est la confraternité. Je le dis parce que je voudrais ici citer le nom de Delphine Rubet, qui est chef de clinique universitaire de médecine générale dans le Cher, et qui a créé un Confraternity Day. C'est le samedi, je crois, et elle réunit les médecins généralistes qui veulent bien venir. Ils ont des réflexions universitaires ensemble. Elle fait avancer les choses, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire, revisiter ces choses-là. Et puis, j'avais prévu d'évoquer la recherche, mais je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait hier et je serai trop long. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur des idées dont je suis conscient qu'elles vont faire débat. Merci de votre attention.